C'est Cible 4, Le jeu de l'espion, livre 4, écrit par Jack Mars, lu par Jean. Prologue. Contrefort est de la cordillère des Andes, dans la jungle amazonienne du Pérou. Midi. Les trois hommes et les deux femmes dévalaient en trébuchant la pente escarpée, où des rochers couvertes de mousse saillaient dans les sous-bois, à l'ombre de la canopée de la jungle. Par endroits, là où les rocs étaient trop nombreux et la roche-mère trop proche de la surface pour que le sol puisse supporter des arbres, ils traversaient des zones sans ombre, où régnait une chaleur torride et une luminosité aveuglante. Ils s'en fichaient, ils se fichaient de halter dans cet air épais et que la sueur poisse leurs vêtements et leur peau. L'un d'eux boitait à cause d'une entorse à la cheville, mais ne s'en souciait pas. Un autre souffrait de la fièvre de la malaria qui l'étourdissait et lui donnait des frissons, mais s'en moquait. Tous avaient manche chaud, faim, soif. Tous étaient à la limite de l'épuisement, mais tous avaient le sourire aux lèvres. L'homme en tête, dont la moustache et les cheveux grisonnants le distinguaient de ses collègues plus jeunes et plus robustes, tenait quelque chose qui aurait pu expliquer leur enthousiasme. C'était une idole d'une divinité inca, en or massif, haute d'une quinzaine de centimètres. Sa figure était plate, aux yeux enfantes et à la bouche grimaçante. Elle était été cernée d'une coiffe en forme d'éventail, incrustée de lapis lazuli. Aucun des 5 chercheurs transpirants et trébuchants n'avait besoin qu'on lui dise qu'elle représentait Ayar Kashi, un dieu si cruel envers son peuple que les autres dieux avaient conspiré pour le faire tuer. Selon une légende rapportée par un jésuite espagnol venu avec les conquistadores, Ayar Kashi s'était caché sous terre, où il provoquait des séismes pour tourmenter le peuple à la surface et détruire les temples des dieux qui l'avaient trahi. 30 ans, souffla le vieil homme qui serrait l'idole dans ses bras, avec un accent anglais évoquant l'internat et Cambridge. 30 ans de recherche, et je l'ai trouvé. Je n'arrive pas à y croire. Croyez-le, professeur Nasby, intima la femme qui crapahutait à ses côtés. Elle avait un accent américain. Il ne fait aucun doute que c'est exactement ce que vous espériez trouver. Sir Nasby d'ici peu, corrigea un homme à l'accent traînant du sud-américain. Ils rirent tous, exaltés par leur découverte. Merci, marmonna un autre homme, à l'accent irlandais dans un chuchotement laborieux. C'était lui qui souffrait de la malaria. Il s'appuyait lourdement sur l'épaule d'un autre homme. Merci de nous avoir amenés à ça, même si je ne m'en sors pas. Ça en valait la peine. Ne dites pas de bêtises, professeur Bridges, reprit l'anglais. La première chose que je ferai de retour au camp sera d'appeler à l'aide par radio. Nous ferons venir un avion s'il le faut. On peut certes payer pour ça, opina le sudiste. Tout le monde s'esclaffa, même le professeur Nasby, pourtant guindé d'habitude. Leurs rires couvrirent les bruissements des buissons derrière eux. Ils continuèrent à dévaler la pente en trébuchant. Leurs gourdes étaient déjà vides depuis longtemps, leurs provisions dévorées. Il ne leur restait plus que leur enthousiasme et la promesse d'un repas et d'un repos une fois arrivés au campement. Et après, la gloire et la richesse. D'autres froufrous se firent entendre dans les sous-bois, denses. Aucun d'eux ne les remarqua. La jungle était pleine de bruit, les bourdonnements constants des insectes, les cris rauques des oiseaux tropicaux, les froissements des feuilles, lorsque les singes sautaient de branche en branche, au-dessus de leur tête, les mouvements continus des créatures terrestres tapies sous l'épais feuillage. L'équipe suivait une sente étroite taillée à la machette lors de son arrivée ici, 1 mois plus tôt. Ce ne fut que lorsque les bruissements se rapprochèrent que le sudiste tourna la tête et empoigna la crosse du lourd revolver dans l'étui à sa ceinture. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il. Les autres s'arrêtèrent et se retournèrent. « Je n'ai rien entendu » dit une femme. « C'est sûrement rien »
les rassura le professeur Nasby, qui posa quand même la main sur son propre revolver. Il n'y a personne à moins de 150 kilomètres, mais ouvrez l'œil. Ils continuèrent dans le sentier, à pas plus prudents maintenant. La forêt semblait se refermer sur eux de tous côtés. L'équipe était descendue des contreforts dans une petite vallée, où l'humus était plus profond, donc les arbres plus hauts et le feuillage plus dense. La canopée n'était plus interrompue par des clairières illuminées de soleil équatorial. À présent, la forêt tropicale s'assombrissait, un lieu humide et claustrophobe rempli de 1000 bruits et mouvements invisibles. Les gens les plus proches sont à des kilomètres, répéta le professeur Nasby, comme pour se rassurer lui-même. L'archéologue, célèbre dans le monde entier pour ses recherches sur les Incas, aurait aimé se terrer au creux de la jungle, avec son équipe, arme au poing, juste par sécurité. Mais Bridges avait besoin d'aide, et tout de suite. De plus, tous manquaient de nourriture et d'eau. Se cacher pendant 1 heure ou 2 dans cet enfer vaporeux aurait rendu les plus forts d'entre eux trop faibles pour se battre. En supposant qu'ils aient à se battre, Nasby n'avait entendu aucun bruit suspect depuis un moment. Peut-être un jaguar qui nous suit, mais les jaguars ne font aucun bruit. Alors des bûcherons, une tribu indigène, ou rien du tout. On est tous nerveux, et Bridges n'est peut-être pas le seul à être fiévreux. Après ce que nous avons vu, qui pourrait nous reprocher d'entendre des choses? Le camp fut enfin en vue, établi sur une surface plate près d'un ruisseau stagnant et boueux. Une demi-douzaine de tentes formaient un cercle grossier autour des restes noircis d'un feu de camp. Entre les branches de 2 arbres voisins courait un fil de cuivre. Un câble coaxial partait de l'une de ses extrémités et arrivait dans la plus grande des tentes. C'était l'antenne de la radio à ondes courtes, leur seul lien avec le monde extérieur en dehors d'une longue journée de marche, suivie de 2 jours de pirogue vers l'aval. L'équipe avait débroussaillé un cercle d'une centaine de mètres de diamètre, bien plus que nécessaire pour la demi-douzaine de tentes. Nasby, qui avait subi un certain nombre de mauvaises surprises au cours de ses années d'exploration, avait insisté pour défricher suffisamment loin afin qu'un indigène ne puisse pas les tirer à l'arc ou qu'un jaguar ne les prenne pas pour des proies. Mais ce n'était pas assez pour dissuader quelqu'un armé d'un fusil puissant. Le premier coup de feu fut tiré alors qu'ils avaient parcouru 27 mètres dans la clairière, encore bien loin des tentes en son centre. La balle frôla l'oreille de Nasby et atteignit le sudiste à la gorge. Avant même que l'homme ne touche terre, 3 autres coups de feu fendirent l'air humide, provenant de directions différentes. Nasby reçut une balle dans l'avant-bras. L'une des professeurs fut abattue d'une balle dans le ventre, et Bridges se replia sur lui-même lorsqu'une balle lui transperça le cœur. Nasby se précipita vers les tentes, se baissant sous d'autres balles qui sifflaient d'eau depuis la jungle. Il ne tenta pas de dégainer son pistolet. Ils étaient donc trop loin et assez bien embusqués dans les broussailles pour qu'il distingue à peine les éclairs de leurs canons, sans parler de leur corps. Sa seule chance était d'atteindre son fusil avant que le choc de sa blessure à l'avant-bras ne se dissipe et qu'il ne puisse plus tenir son arme. D'autres tirent. Aucun ne l'atteignit. Il jeta un œil en arrière et vit toute son équipe à terre, à part Irina Gonzalez, professeure à l'Université du Nouveau-Mexique. Assise sur le sol, jambes coupées par une balle, elle tirait au pistolet sur les tireurs éloignés. Le professeur Nasby continua de courir. La douleur commençait à se faire sentir. Il serra les dents et l'ignora. Sexagénaire, il avait passé toute sa vie d'adulte dans les montagnes et les jungles d'Amérique du Sud et s'était habitué à la douleur et à la peur. Ce n'était pas la première fois qu'il était gravement blessé, ni qu'on lui tirait dessus. Certes, il s'agissait alors des flèches empoisonnées des Jivaros et non des balles de plomb de tueurs quelconques, mais cela ne faisait aucune différence. La mort était la mort. Il courut vite et bas,
sa fatigue oubliée, le sang s'écoulant en un filet régulier sur son avant-bras perforé, l'idole qu'il portait abandonnée et pour l'instant oubliée. Il fallait qu'il atteigne cette tente, qu'il atteigne son arme et sa radio. Une balle fit jaillir de la terre et de l'herbe tout près à sa droite, puis de nouveau à sa gauche. Il continua de courir. Irina avait cessé de tirer. Il ne se retourna pas vers elle, car il savait ce qu'il verrait. À sa grande surprise, il atteignit la tente sans être de nouveau pris pour cible. Il abaissa frénétiquement la fermeture éclair de sa main valide, plongea à l'intérieur et tomba à plat ventre sur le tapis de sol. Il roula sur le côté pour esquiver une balle qui ne vint pas et saisit son fusil 30-06 avec sa lunette de visée. Dans la jungle, il aurait dû être conservé dans un étui, mais le professeur Nasby ne l'avait jamais fait, préférant la tâche méticuleuse de le nettoyer tous les soirs au coin du feu, plutôt que de le conserver dans un étui dont l'ouverture lui coûterait quelques précieuses secondes. Et Nasby avait besoin de ces secondes maintenant. Il se retourna, grimaçant en pesant par mégarde sur son bras blessé, et pointa son fusil par l'ouverture de la tente. Aucun mouvement dans la ligne d'arbres. Le silence, à part le bourdonnement incessant des insectes, le cri strident d'un oiseau tropical et le souffle haletant du professeur Nasby. Il essuya la sueur sur son front et jeta un coup d'œil à son avant-bras. La balle n'avait pas brisé l'os, seulement creusé un profond sillon dans la chair. Pas de problème s'il ne s'infectait pas. La trousse de secours était dans une autre tente. Elle aurait tout aussi bien pu se trouver sur la Lune. Il avait un problème plus immédiat. Il savait où il était. Il pouvait de passer derrière sa tente et s'approcher de lui sans être vu. Sans doute le faisait-il déjà, mais pourquoi ne pas simplement cribler la tente de balles? Il serait déjà mort. Ils ne veulent pas me tuer, ils veulent me capturer. Ils veulent n'avoir savoir où se trouve la grotte. Il n'avait qu'une seule chance. Il rampa jusqu'à la radio, à ondes courtes posée sur une caisse de haricots en conserve. Il l'alluma et la console s'anima. Le haut-parleur émet un grésillement statique. Il la régla sur 7060 kHz, la fréquence d'urgence dans les Amériques. Elle était laissée libre par les radioamateurs habituels et surveillée par divers organismes de bénévoles et gouvernementaux. Tapis au sol, Nasby décrocha le micro. « Mayday, Mayday, ici la mission archéologique anglo-américaine en Amazonie. Nous sommes attaqués. Je répète, nous sommes attaqués. Nous sommes à notre camp. Les coordonnées sont... » Des pas feutrés à côté de sa tente incitèrent Nasby à se retourner et à tirer à travers la toile. Un cri aigu lui indiqua qu'il avait fait mouche. Un énorme latino au crâne rasé et en tenue de camouflage surgit devant l'entrée de sa tente. Il cria au professeur en espagnol « Lâchez votre arme ou... » Nasby pivota et tira, mais le mouvement soudain lui envoya une décharge de douleur dans le bras. L'homme esquiva sur la gauche et le tir de Nasby se perdit. Se rendre? Jamais! Ce devaient être des voleurs d'antiquité. Il ne leur céderait jamais sa découverte. Il les tuerait tous. Mais avant que le professeur ne puisse faire quoi que ce soit de plus, une balle traversa la toile, lui transperça la tempe et ressortit de l'autre côté du crâne. La mort fut instantanée. Chapitre 1. Mexico, ce même jour. Assis au bureau de la chambre d'hôtel que l'armée mexicaine lui avait offerte, Jacob Snow parlait à Tyler Wallace, son chef au bureau d'Athènes. Le vieux vétéran afro-américain venait de le féliciter d'avoir résolu une nouvelle mission et maintenant lui passait un savon pour s'être enfui dans son dos pour chasser des pirates. « Vous étiez censé être en vacances !» s'emportait Wallace. « Les terroristes ne prennent pas de vacances. Vous croyez que je ne le sais pas? Mais si vous ne vous reposez pas, vous ne me servirez à rien. Regardez-vous, vous êtes blessé, en deuil et s'épuisez. Vous avez besoin de vous soigner. Le monde peut se sauver tout seul pendant quelques semaines. Il y a d'autres agents tout aussi bons que vous savez.
La dernière phrase n'était pas tout à fait vraie, mais Wallace avait raison. Il avait besoin d'une pause. Sauf que lorsqu'il ne travaillait pas, il se sentait perdu. « Alors, je suis censé faire quoi ?» demanda Jacob. « Je ne sais pas, moi. Vous prélasser sur la plage, boire des margaritas, rejoindre un groupe de mariachi. Je m'en fiche, détendez-vous, simplement. Je pourrais revenir à la surveillance du bavardage. Vous détestiez ce travail. Je déteste encore plus ne pas travailler. C'est dommage, vous êtes en vacances jusqu'à nouvel ordre, et c'est un ordre. Ne m'obligez pas à venir vous battre à mort. » Jacob rit. Wallace était l'une des rares personnes qu'il connaissait à avoir une chance de réussir un tel coup. « Écoutez, il faut que j'y aille, » reprit Wallace. « D'autres choses se préparent dont je dois m'occuper. » Jacob se redressa. « Quoi? Qu'est-ce qui se prépare? »« Ce n'est pas vos oignons, » grogna Wallace. « Commencez à vous détendre. Maintenant. » Il coupa la connexion. Jacob Snow secoua la tête, s'allongea sur son lit, expira longuement et tenta de se détendre. Il avait sauvé le monde, encore une fois. Il devrait être heureux, ou au moins éprouver un sentiment de juste satisfaction. Non, pas heureux. Un bon soldat était mort, aujourd'hui. Un caporal mexicain qu'il n'avait rencontré que quelques heures auparavant avait donné sa vie pour la bonne cause. Mais ils avaient, lui, tout de même arrêté un complot visant à déclencher une arme biologique. Les méchants avaient mis de perdu, et les gentils avaient mené gagné, en grande partie. Ça aurait dû suffire. D'habitude, c'était le cas. Pas cette fois. Jana Peters avait été avec lui, comme lors de ses 2 précédentes missions. Il semblait que leur destin s'était entremêlé, et il avait finalement décidé de lui dire la vérité sur son père et sur lui-même. Il avait enfreint une demi-douzaine de règles de la CIA pour cela, mais étant donné qu'il s'agissait de son père et qu'elle avait contribué à sauver le monde de 3 catastrophes différentes en l'espace de quelques mois, il s'était dit qu'elle le méritait. Mais tout ce qu'il avait fait, c'est la mettre en colère. Elle avait été furieuse d'apprendre qu'Aaron Peters était devenu comme un père pour elle, alors qu'il ne passait pas assez de temps à en être un pour elle. Encore un rappel, parmi tant d'autres, que les agents de la CIA n'ont pas à nouer de relations personnelles étroites. Ce n'était pas juste pour les autres, même les relations superficielles n'étaient pas justes. Gabriella avait été tuée à cause de lui. Une femme innocente dont le seul crime était d'avoir été sa petite amie occasionnelle. Il se frotta les yeux de sa main valide. L'autre était encore bandée, suite à une blessure survenue quelques semaines plus tôt et qui n'avait pas eu le temps de guérir. Mon Dieu, comme il s'était planté. Gabriella était morte et Jana ne lui adresserait sans doute plus jamais la parole. « Ok, à partir de maintenant, ne t'approche plus de personne. Si ça te démange, trouve un coup d'un soir dans un bar ou quelque chose comme ça. Si elle te donne son numéro, efface-le et ne l'appelle jamais. Tu es doué pour ça. » Avant Gabriella, il avait eu de nombreux coups d'un soir. L'idée de retourner à cette vie le déprimait encore plus. Il s'allongea, les yeux au plafond. Wallace l'avait sévèrement engueulé pour être parti sans autorisation, puis l'avait félicité pour son beau travail. Un type sympa, Wallace. Il avait assez roulé sa bosse pour savoir que les règles étaient dites des lignes directrices, pas des lois. Il s'arrangerait avec les gens d'en haut. En attendant, il avait ordonné à Jacob de prendre un congé. Qu'allait-il faire? Se promener un peu dans la ville de Mexico, supposa-t-il. La nourriture était sacrément bonne dans ce pays, le second après le Guatemala pour sa cuisine latino-américaine. Il pourrait peut-être visiter quelques musées et sites archéologiques. Passer du temps avec Jana lui avait permis de mieux apprécier le passé. Mais faire tout cela sans elle ne l'amènerait qu'à penser à elle. Très bien, il irait sur la côte faire un peu de plongée sous-marine. Sauf que la dernière fois qu'il avait fait de la plongée, un groupe de pirates avait failli le tuer et Jana lui avait sauvé la vie
Alors la plongée la lui rappellerait aussi. « Bon sang, je n'arrive pas à me la sortir de la tête !» cria-t-il au plafond. Son téléphone sonna. Pas son téléphone public, mais celui de la CIA. Il l'avait perdu lors de sa dernière mission et le bureau local l'avait remplacé lors de son débriefing quelques heures plus tôt. Il avait gardé le même numéro. Il était essentiel qu'une petite liste d'agents de confiance puisse le contacter. Jana aussi avait le numéro. Il chercha à tâtons son téléphone sur la table de nuit, le cœur battant la chamade. Était-ce elle? Peut-être voulait-elle s'excuser pour sa réaction. Peut-être voulait-elle le revoir. Des visions de promenade ensemble sur des sites archéologiques lui traversèrent l'esprit. Il regarde l'écran. Un SMS d'un numéro inconnu. Un numéro inconnu? Ce n'était pas censé arriver. Un bug dans le système? Il hésita à ouvrir le message. Serait-ce un genre de virus envoyé par un agent hostile? Ou peut-être un message de quelqu'un que les techniciens avaient oublié d'enregistrer dans l'identification de l'appelant? Ou peut-être s'agissait-il réellement d'un bug? Si c'était le cas, il devait le signaler. Dans ce métier, il était essentiel d'avoir des communications fiables. Jacob ouvrit le SMS et lut les 3 mots et le nombre qu'il contenait. Icarus Northfield, Europa 313. Pendant au moins 1 minute, il ne fit rien d'autre que fixer le message, l'esprit d'abord dans le vide, puis dans un tourbillon de questions et d'émotions, et enfin dans une excitation palpitante à l'idée que cela signifiait l'une ou l'autre de 2 possibilités. C'était un cryptogramme, connu de lui seul et d'une seule autre personne, Aaron Peters, le père de Jana. Mais Aaron Peters était mort. Il s'était fait exploser à Rakega des années plus tôt pour mener à bien la mission consistant à détruire un dépôt de munitions de Daesh et à sauver Jacob. Alors qui envoyait ce message? Impossible qu'Aaron soit encore en vie. Alors avait-il donné le code à quelqu'un d'autre sans le lui dire? Mais il avait affirmé qu'il ne le ferait pas. C'était déroutant, mais la nature du message codé l'était encore plus. Te Ikokutahuri Kirtoma de l'acier Icarus était le code pour Arana. Icare, le fils de l'inventeur mythologique de la Grèce antique, Dédale. Dédale fabriqua des ailes pour son fils et lui, mais avertit Icare de ne pas voler trop près du soleil, sinon la cire d'abeille, qui retenait les plumes de ses ailes, fondrait et les ailes se désagrégeraient. Une mise en garde contre l'orgueil. Icare ne l'écouta pas et en paya le prix. Aaron avait toujours craint que sa fille, brillante et ambitieuse, ne prenne trop de risques. L'usage d'un nom masculin, au lieu d'un nom féminin, était un niveau de code supplémentaire pour le rendre plus difficile à déchiffrer. Northfield était un terme de détresse. À l'époque où Jacob se remettait de sa psychose afghane, Aaron lui avait narré beaucoup d'histoires. L'une d'elles racontait comment le gang James, dirigé par Frank et Jesse James, avait été démantelé. Ils avaient écumé une demi-douzaine d'États, dévalisant les diligences et les banques en toute impunité. En 1876, un autre hors-la-loi, Cole Younger, eut l'idée de les éloigner de leur zone d'opération habituelle pour attaquer une banque dans la petite ville endormie de Northfield, dans le Minnesota. Frank et Jesse James firent équipe avec Cole Younger, 2 de ses frères et quelques autres bandits pour dévaliser ce qu'ils pensaient être une cible facile. Au contraire, les paisibles habitants de Northfield leur bottèrent le cul. Alors que le gang sortait de la banque, des tirs jaillirent de toutes les portes et fenêtres avoisinantes. 2 gangsters furent abattus dans la rue. Les autres furent blessés à plusieurs reprises et durent se disperser dans la forêt et les champs environnants. Après une course-poursuite épique, Frank et Jesse James réussirent à s'enfuir pour continuer leur vie criminelle, du moins pour un temps. Cole Younger fut capturé et passa une longue période en prison. À sa sortie, il se lança dans une tournée de conférences intitulée « Ce que la vie m'a appris » sur le fait que le crime ne paie pas. Aaron avait tiré 2 leçons de cette histoire.
La première, ne jamais sous-estimer son ennemi. La seconde, tout le monde peut changer. Lorsqu'ils avaient créé leur code personnel, ils avaient décidé que Northfield serait un terme de détresse. Jana était donc en détresse. Plus encore, elle avait été kidnappée. C'était ce que signifiait Europa. Dans la mythologie grecque, Zeus s'était transformé en taureau pour enlever la princesse Europe. Le nombre 313 était le code d'Aaron Peters. Ce n'était pas seulement une signature, mais cela signifiait aussi qu'il n'était pas en mesure d'aider. Il provenait de l'année 313, lorsque l'empereur romain avait mis fin à des siècles de persécution en publiant l'édit de Milan qui décriminalisait le christianisme et autorisait la liberté de religion dans tout l'Empire. Constantin étant mort, il ne pouvait évidemment pas venir en aide à Jacob. C'était la deuxième signification de ce terme. Ce message disait donc que Jana avait été kidnappée et qu'Aaron ne pouvait pas venir l'aider. Bien sûr qu'il ne peut pas venir, pensa Jacob. Il est aussi mort que l'empereur Constantin. Est-ce qu'il l'est vraiment? Oui, j'ai vu l'entrepôt exploser. Putain, il a emporté 2 pâtés de maison avec lui. Aaron n'a pas pu s'en sortir, donc il a dû donner son code à quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui il avait confiance. Mais cette personne ne peut pas non plus venir m'aider, ni même révéler son identité. Jacob chercha le numéro et constata qu'il n'y en avait pas. La personne qui avait envoyé ce message avait utilisé un logiciel de blocage, sûrement une version sophistiquée. Il doutait que la compagnie de téléphone puisse le tracer, même avec l'aide de la CIA. Il appela Jana, mais découvrit que son téléphone était éteint. Bon sang, il appela dans la foulée le major Pedro Obregón de l'armée mexicaine, qui les avait aidés dans la mission qu'ils venaient d'accomplir. Celui-ci décrocha à la seconde sonnerie. « Agent Snow, j'allais justement vous téléphoner pour vous demander si votre partenaire et vous aimeriez venir dîner chez moi ce soir. Enfin, si vous n'êtes pas trop fatigué, vous pourriez venir demain si vous préférez vous reposer. Je crains que nous n'ayons pas le temps pour cela, Major. Nous pourrions avoir un problème. Je viens de recevoir des informations anonymes selon lesquelles Jana pourrait avoir des ennuis, voire être kidnappée. Son téléphone est éteint. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Au musée, après que les démineurs ont emporté le globe de verre contenant la fièvre noire. Elle est, partie. Je pense qu'elle est rentrée à l'hôtel. Vérifiez sa chambre. Je vais appeler le site archéologique de Teotihuacan. Il y a des caméras à toutes les intersections et à toutes les portes. On peut savoir où elle est allée. Très bien, merci. 2 heures plus tard, Jacob et le major Obregón se retrouvaient au commissariat central de Mexico. Jana n'était pas dans sa chambre et Obregón avait travaillé avec le personnel de sécurité du site archéologique et le service des autoroutes de Mexico à la repérer quittant le site et retracer ses déplacements. Les images montraient par la foule chaotique devant la porte d'entrée du musée. « Là !» dit le major en pointant Jana du doigt. Jacob fut impressionné. Le major ne la connaissait que depuis quelques heures et l'avait repérée parmi des centaines de visages. Ils la regardèrent faire signe à un taxi. « Fais le point là-dessus » demanda Obregón au technicien assis devant les écrans vidéo. Un type maigre dont l'uniforme de police semblait trop grand pour lui. Le technicien sélectionna le taxi. « Regardez ça » dit le major. « C'est un programme qui va scanner automatiquement la marque, le modèle et la couleur de la voiture, ainsi que la plaque d'immatriculation si nous pouvons l'obtenir, et la retracer à travers toutes les autres images de vidéosurveillance dont nous disposons. Nous avons acheté ce programme à une entreprise chinoise qui fournit également son propre gouvernement. Si l'on veut espionner le public, autant s'adresser aux experts, non? Très juste. Espionner le public n'était pas vraiment l'idée que se faisait Jacob de la démocratie et de la liberté, mais compte tenu des problèmes du Mexique avec les cartels,
Ils n'avaient là-haut pas le luxe de se la jouer cool. Mon Dieu, elle n'a pas été kidnappée par un cartel, quand même. On ne sait pas ce qu'il lui ferait. Non, je n'ai pas les idées claires. C'est sûrement le même groupe qui a chopé son collègue à Fès. L'écran bascula à la vue d'une autre caméra, située un peu plus loin. Le taxi passa juste en dessous et le programme capta la plaque d'immatriculation. Ils virent le taxi passer devant 3 caméras différentes, puis entrer dans une zone morte où il n'y avait pas de couverture, avant de réapparaître dans une grande ville qui faisait partie de l'agglomération de Mexico. Le taxi s'arrêta près d'un groupe d'écolières. Une jeune femme se faufila parmi elles et monta à l'avant du taxi. « C'est bizarre », remarqua le major Obregon. « Je pense que le chauffeur a trouvé une excuse pour s'arrêter, » dit Jacob. « Oh, regardez, voilà ma fille, on peut l'emmener. » Technique courante. La cible baisse sa garde. Vous voyez comment elle se retourne pour faire face à Jana à l'arrière? Je ne vois pas ce qu'elle fait, mais je parie qu'elle la menace d'une arme. Le taxi démarra, la jeune femme toujours tournée vers la banquette arrière. « Ça me paraît tout à fait exact, » acquiesça le major Obregon. Les tripes de Johnny de Jacob se nouèrent lorsque le taxi s'engagea sur l'autoroute. Le technicien accéléra le défilement et ils suivirent pont le véhicule sur plusieurs caméras pendant plusieurs kilomètres avant qu'ils ne prennent une sortie sur une bretelle que les caméras ne couvraient pas. « Merde !» cria Jacob. « Ne vous inquiétez pas, » dit le technicien. « C'est ce qu'on appelle un faux angle mort. Les criminels qui prêtent attention à l'emplacement des caméras pensent qu'ils peuvent se cacher ici, mais c'est un cul-de-sac. La route mène à quelques fermes et à la prochaine entrée sur l'autoroute. Ils ne peuvent que revenir dessus. Et ces fermes? Aucune n'appartient au cartel. Jacob décida de ne pas mentionner que les cartels n'avaient même sans doute rien à voir avec ça. Le taxi réapparut sur la rampe d'accès, mais l'horodatage indiquait 2 heures plus tard. « Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps ?» s'interrogea le major Obregon. « Faites un arrêt sur un gros plan » demanda Jacob. Le technicien s'exécuta et ils fixèrent le conducteur. « Ce n'est pas le même type » constata Jacob. « Ils ont changé de chauffeur. Je parie qu'ils l'ont mise dans une autre voiture. Ils étaient au courant de votre piège. »« On les trouvera » affirma le technicien, l'air irrité qu'on l'ait berné. Il remonta le temps jusqu'à quelques minutes après que le taxi eut quitté l'autoroute. Ils attendirent, observant chaque véhicule arrivant sur la bretelle d'accès. Un pick-up déglingué, une décapotable, puis 3 autres voitures. « Suivez celle aux vitres teintées » intima Jacob. Le technicien était déjà sur la voiture, la sélectionnant pour que le logiciel de surveillance la suive. Ce qu'il fit pendant quelques kilomètres, alors qu'elle passait devant différentes caméras et s'engageait sur la voie rapide. « C'est eux, » dit Jacob. « Beaucoup de voitures ont des vitres teintées, » remarqua le major Obregon. « Oui, mais vous voyez comment il déboîte? Il est très prudent. Et même sur la voie rapide, il respecte la limitation de vitesse. Il ne veut pas attirer l'attention. Le conducteur mexicain habituel coupe la route aux autres et accélère comme si sa maison était en feu. « Merci » grommela Obregon. Le technicien haussa ses maigres épaules. « Il a raison, remarquez. » Il accéléra le programme et suivit la berline aux vitres teintées pendant plusieurs kilomètres jusqu'à ce qu'elle s'engage sur une bretelle et qu'il la perde de vue. Le logiciel retrouva le véhicule dans une zone urbaine. « Une ville appelée Zempoala », déclara le technicien. Il la traverse, de part en part. C'est la dernière caméra à la périphérie de la ville. Ils s'enfoncent à nouveau dans la campagne. Oh, 2 voyants rouges s'allumaient. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» s'enquit Jacob. Le technicien pointa l'écran du doigt. Celui-ci indique que le véhicule n'apparaît plus sur aucune caméra, et celui-là que la disparition a eu lieu à proximité d'une propriété suspecte. Quelle propriété suspecte? Il tapa un moment. Celle-ci.
Il ouvrit le fichier. Le major Obregon jura. Jacob mit un peu plus de temps à lire l'espagnol, puis il jura à son tour. « Je vais demander des renforts », annonça le major. Jacob acquiesça. Les renforts, c'était une bonne idée. Chapitre 2. Jana Peters tournait en rond dans la petite pièce, à la recherche d'une issue, d'une arme. Elle ne trouvait ni l'une ni l'autre. Elle repéra un petit point noir au coin du plafond, à la jonction de deux murs. Elle le scruta et réalisa qu'il s'agissait d'une minuscule caméra. Il la surveillait, même lorsqu'elle allait aux toilettes. Elle adressa un doigt d'honneur à la caméra, se promit de la casser d'une manière ou d'une autre lorsqu'elle aurait envie de faire pipi, et se remit à faire les 100 pas dans sa cellule. Maudit soit cet homme! Alors qu'elle avait cru pouvoir sortir pour de bon de la vie de Jacob, c'était sa vie à lui qui la capturait. Jana attendait son heure. Ses ravisseurs avaient roulé sur une autoroute pendant plusieurs kilomètres avant d'emprunter une voie d'accès où elle avait été transférée dans une berline aux vitres teintées. On lui avait bandé les yeux, on l'avait menottée et on lui avait intimé de se taire. Jana avait essayé de suivre les virages de la voiture pour se faire une idée générale de l'endroit où il l'emmenait, mais cela s'était avéré trop compliqué. Tout ce qu'elle avait estimé, c'était qu'ils avaient suivi la bretelle pendant un certain temps avant de revenir sur l'autoroute et de reprendre la même direction. Elle n'avait aucune idée de leur vitesse, mais ils étaient restés sur l'autoroute pendant environ une demi-heure avant de sortir. Puis, ils avaient traversé une ville. La voiture s'arrêtait et redémarrait, comme stoppée par les feux, rouges et la circulation. Et elle percevait d'autres véhicules, de la musique et parfois une voix autour d'elle. Ses ravisseurs étaient demeurés silencieux. Ils avaient ensuite filé pendant une quinzaine de minutes, ayant manifestement quitté la ville avant de ralentir pour emprunter une route gravillonnée. Environ 10 minutes plus tard, ils s'étaient arrêtés. Elle avait entendu le grincement d'un portail qui s'ouvrait et il l'avait franchi. On l'avait sortie de la voiture et conduite à travers une vaste étendue d'herbe, dans un froufrou de mouvements et de voix basses, puis fait entrer dans un bâtiment. Après quelques virages et le passage de 3 portes, ses ravisseurs lui avaient retiré son bandeau et ses menottes. Ils l'avaient amené dans une petite pièce sans fenêtre, équipée d'un lit de camp, de toilettes et d'un lavabo. Le chauffeur de taxi et la jeune femme qui s'était fait passer pour sa fille se tenaient devant elle, pointant des pistolets sur sa poitrine. Un homme de grande taille, en tenue de camouflage, qu'elle ne connaissait pas, arpentait le couloir, un M16 dans les mains. Le chauffeur de taxi prit la parole. « Vous êtes détenu ici jusqu'à ce que nous obtenions certaines informations d'une autre personne. Cette personne se soucie de vous, ou du moins, elle le prétend. S'il coopère, vous serez libéré. S'il ment, tente de s'échapper ou refuse de coopérer, vous perdrez un doigt. Nous lui enverrons ce doigt. S'il continue à nous défier, vous serez tué. »« Qui êtes-vous » demanda Jana. Le chauffeur de taxi sourit. « Vous ne vous attendez certainement pas à ce que je réponde à cette question. Quelle information voulez-vous et qui est cette personne que vous interrogez ?» Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.